Accrochez-vous, j'ai un invité aujourd'hui qu'on ne présente plus dans la communauté et qui va nous embarquer avant tout dans l'analyse des malwares et le reverse engineering. Lui, c'est plutôt un code breaker. Bonjour Xavier, je suis vraiment ravi de t'avoir au micro. On s'est croisés plusieurs fois dans l'écosystème, mais là en fait, on va pouvoir prendre le temps d'échanger vraiment et ça me fait vraiment très plaisir. Oui, bonjour Fabrice, mais même chose. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelque temps virtuellement. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est plus croisés, mais je suis vraiment enchanté d'être sur le podcast aujourd'hui. Ok. Je commence toujours par la même question. Comment t'en es arrivé là? Je parle dans la cyber. Tu te souviens du moment où tu t'es dit, OK, la cyber, c'est mon truc? Alors, j'ai quelques heures de vol. J'ai fait beaucoup de consultance. J'étais employé comme pas mal de monde, et puis je suis devenu employé et consultant. Finalement, je suis devenu employé consultant freelance. Et en fait, le Mmh. déclic, ça a eu lieu chez un de mes clients où j'étais network admin et je voyais des consultants débarquer toute la journée qui faisait des trucs super sympas. Je comprenais pas tout avec des logiciels ou des boîtiers qui me semblaient assez, merveilleux, et en fait, j'ai eu l'idée, je me disais: «Je veux faire comme eux et je veux comprendre ce qu'il y a dans ces boîtiers et je veux faire des choses qui soient un petit peu plus fun que le sysadmin classique», et cetera, voilà. C'est comme ça que tout a commencé. OK. Ah, bah, j'ai fait ci, sur du Sun pendant une bonne partie de ma carrière et puis j'ai fait un Oui, shift Sun left. aussi, ouais, 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 moi aussi Ouais. Sun, ouais. J'ai fait un shift left, j'ai eu, ce wake up call comme ça, en à force de patcher des systèmes, je dis: «Mais c'est toujours la même chose et je n'apprends plus» et c'était toujours le même style de Ouais, mission et et donc je me dis: «Tiens, est-ce qu'il y a pas moyen d'être un peu plus pompier?» et puis là, j'ai bifurqué. la frustration. Les consultants arrivaient et faisaient tous les trucs sympas, Ouais, fun, et moi j'avais la frustration de ouais. juste répondre à leurs questions ou leur créer un compte, leur donner accès à telle application et voilà quoi. Aussi, bah, une des promesses du podcast, c'est également de montrer aux jeunes qu'il n'y a pas qu'une seule voie tracée pour arriver dans la cyber et peux-tu présenter ton parcours en quelques grandes étapes, ce qui t'a permis de bifurquer? Tu es devenu, presque même un hacker éthique, entre autres. Mmh. Alors, j'ai toujours aimé tout ce qui est bidouillage, ordinateur, et cetera, donc je me souviens, mon tout premier ordinateur, c'était un ZX 81 de Sinclair. Un Ouais. kilobyte de mémoire, 1 kilobyte de mémoire, donc c'était assez sport pour, encoder des petits programmes en basique. On encodait le programme en basique pendant 10 minutes, on pouvait jouer un petit peu, puis on l'éteignait, tout était parti, pas moyen de sauvegarder, rien du tout, Et il fallait et donc recommencer. j'ai été intéressé par les ordinateurs. Pardon? Oui et après il fallait tout recommencer, tout réencoder. Ah ben voilà, il fallait tout réencoder, donc parce que je ne savais pas enregistrer sur cassette à ce moment-là, ça ne marchait pas, j'avais pas le matériel. Et donc, j'ai fait des études en informatique et qui n'ont rien à voir avec la cyber. C'est-à-dire que j'ai fait, en fait, je voulais commencer à travailler avec «des ordinateurs» entre guillemets, et j'ai fait un Mmh. graduat à ce moment-là, Mmh. c'était de l'informatique de gestion, donc aucune cybersécurité, rien du tout. On parlait pas de sécurité à ce moment-là. J'ai fait du Fortran, du COBOL, du C, du Lisp, du Pascal, plein de langages, et en fait, quand je suis sorti, j'ai juste travaillé, je crois, 6 mois en tant que développeur, et puis, j'ai tout de suite trouvé quelque chose d'autre, et en fait, je suis arrivé, je pense que c'était le bon moment parce que le la bulle internet explosait en Belgique, et donc j'ai Ouais. commencé à travailler chez un ISP, et donc là, c'était, les systèmes Unix, TCP/IP, les modems, les réseaux, connexions internationales, et cetera, et puis, toujours le bon moment, la bulle internet, plouf, est tombée en Belgique. Donc tout s'est terminé. Il a fallu trouver autre chose, et donc là, j'ai continué en tant que système admin, système network admin pour une ou 2 boîtes, et puis comme j'expliquais, j'ai vu j'avais toujours un petit peu de la sécurité me semblait intéressante, mais ça semblait très, très loin de moi et très, très inaccessible, et en Mmh. voyant les consultants qui venaient travailler sur des projets dans la boîte où je travaillais aussi, cette frustration, et je me suis dit: c'est vers ça que je veux, me lancer», et de nouveau, une bonne opportunité, c'est que la société qui venait placer des consultants, quand je discutais avec, en fait, ils m'ont, récupéré, ils Mmh. m'ont engagé,
du coup, j'ai continué à travailler chez mon employeur. Il y avait un agreement dès que j'ai continué à travailler en tant que consultant pour leurs projets en sécurité. Et puis, je suis pas devenu consultant et puis, une autre boîte et puis je me suis mis finalement freelance et voilà. Ah ouais. Ouais. Bah, comme quoi, heu, c'est vrai que quand on démarre avec ce que nous on appelait à l'époque un graduat, maintenant c'est un bachelier, il y avait 2 options. On avait, gestion et moi j'ai fait l'autre, j'ai fait, industriel. Donc Oui, j'ai oui, oui. programmé, Oui. mais en assembleur, en Pascal, en C, on faisait des drivers et nous le but était de programmer des automates et j'ai jamais fait ça en fait. Dès que je suis sorti, j'ai fait tout à fait autre chose. J'ai démarré sur mainframe, et puis directement, chez Sun quasiment 2 ans après. Et puis bon, ma carrière, chez Sun sur Unix et puis là où j'ai fait le shift left vraiment pour dire: «Tiens, je vais faire autre chose. Maintenant que j'ai vu des data centers, des grosses machines, du Unix, du réseau, j'aimerais bien faire autre chose» et c'est là au moins où j'ai bifurqué. Mais en fait, dans mon cursus, on parlait même pas de chiffrement, c'était je veux dire, je pense que tous les 2 on a connu avant Pas internet du tout. et donc j'allais lire des bouquins sur le Fortran dans une Oui, moi bibliothèque. Je savais pas coder, j'avais rien, c'est ça. Hem, j'ai connu les BBS, j'avais un point FidoNet, c'était de UUCP et cetera. Il y avait pas encore TCP/IP, il y avait pas non, tout ça. C'était gai. j'ai connu SNA et X25 avant TCP/IP, tu imagines? Et c'est pas à Ouais, l'école qu'on ouais, nous a appris ouais, ouais. ça, hein. Et donc bah, ce que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, ne vous contentez pas de ce qu'on vous apprend à l'école, ça c'est vraiment que on vous apprend à apprendre et ça bouge tellement vite. Hem, alors j'ai, sorti récemment un podcast sur Sun Tzu, et sur tes comptes, de réseaux sociaux, j'ai découvert ceci: «Si l'ennemi laisse une porte ouverte, il faut s'y précipiter». Peux-tu développer? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que tu attaques ou tu défends? Alors, j'ai attaqué beaucoup. Ouais. J'attaque un petit peu moins maintenant. Je le fais encore pour certains clients. Je fais encore un peu de pentest, mais je ne le fais plus. J'essaye, je préfère défendre que d'attaquer. C'est pour ça Mmh. qu'aujourd'hui, en fait, si je devais remplacer, je suppose que tu as vu ça sur mon blog. Le blanc Si je devais sur le fan. remplacer l'entête de mon blog ou sur le ça, oui, voilà. Si je devais remplacer ça par une autre formule, je dirais plutôt aujourd'hui, celui qui veut la paix prépare la guerre. Parce que c'est vraiment ce que j'aime bien faire aujourd'hui. En fait, on a toute une série d'attaquants qui sont là à nos portes. Ils sont là pour essayer Oui. de rentrer dans les sociétés qu'on essaye de protéger tant bien que mieux. Et donc, il Mmh. faut se préparer, il faut savoir comment ils fonctionnent, quelles sont leurs technologies, quelles sont leurs techniques, leurs pratiques, etc., pour pouvoir mieux se défendre. C'est plutôt vers ça que j'irai aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser, entre autres, en reverse engineering? Puisque c'est l'un des cours que tu donnes pour Oui, tout à fait. Heu, En fait, je suis souvent c'est drôle à dire, hein, mais je suis souvent impressionné par la qualité du produit, enfin la qualité du produit, du malware, du logiciel, la qualité mmh. du programme qui est parfois généré par les attaquants et donc c'est vraiment ça qui m'intéresse parce que je me dis parfois: «Si ces développeurs», entre guillemets, ce sont développeurs qui écrivent du code malveillant, si à un moment donné, ils tombaient du bon côté et pas du côté obscur de la chose, si on Ouais, peut dire, s'ils tombaient du ouais, bon ouais. côté, on aurait des solutions logicielles qui tourneraient, mais alors qui seraient magnifiques. Voilà, donc c'est vraiment cet aspect, l'aspect technique qui est très intéressant de voir les idées de génie parfois ou tout bête, le petit truc bête et méchant qu'ils peuvent mettre en place pour contourner un problème, contourner un contrôle de sécurité ou bien pour pouvoir exfiltrer des données ou des choses comme ça. C'est ça qui est vraiment très intéressant pour ma part. Et donc, en fait, tu as l'air de dire qu'ils seraient plus malins que les développeurs logiciels, je mets ça au conditionnel, hein, mais que les développeurs logiciels, lambda d'aujourd'hui, qui eux ne sont pas du tout conscients, ni même de la cybersécurité, qui codent comme ça, qui ne font pas de lien entre les microservices et j'en entends, souvent et de plus en plus. Ils seront donc meilleurs qu'eux
et leur produit est meilleur. C'est ça que tu es en train de dire? Alors je ne dis pas meilleur parce que, Mmh. ça reste aussi des développeurs, comme tout le monde et donc il faut aller grappiller aussi des bouts à gauche, à droite pour pas Oui, réinventer la roue et donc s'il y a un attaquant qui a trouvé une petite routine bien spécifique pour faire des choses très, très bien, elle va être réutilisée, clairement. Ou alors ils OK. réutilisent aussi des bouts qui à la base ne sont pas malicieux. Ils vont faire leur marché sur GitHub et cetera Ouais, et ouais, ouais. récupèrent des outils qui peuvent les aider. Donc ils ne sont pas meilleurs à ce niveau-là, mais je dirais que là où ils sont meilleurs, ce sont les manières de contourner, malheureusement, ce qu'un développeur ne peut pas un développeur tout à fait normal ne peut pas faire, mais la manière de contourner des systèmes qui sont mis en place sur certains au niveau du réseau pour pouvoir vraiment atteindre leur but et c'est ça qui est, entre guillemets, je prends toujours des guillemets, mais qui est génial, bien entendu. Mmh. Toujours entre guillemets. Oui. Ah oui, parce que ouais, faut rester prudent. Mais comment tu pourrais expliquer ton métier à en fait, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de malware analysis ou de reverse engineering? Donc pas forcément quelqu'un de l'IT, ta voisine ou ton épouse, est-ce qu'elle comprend ce que tu fais? Alors, c'est difficile, c'est difficile. La di que j'aime bien de dire avec les métiers de l'IT par rapport à des métiers, plus classiques ou plus manuels, tu prends un maçon qui arrive le matin sur le chantier, à la fin de la journée, le mur est monté de 2 mètres, tu vois qu'il a travaillé, tu vois ce qu'il a réalisé. Mmh. Dans notre domaine, moi, je passe mes journées devant un clavier. Pour ma femme, mes enfants, des amis, mes parents et cetera, je joue avec des ordinateurs. Donc on ne voit pas à la fin de la journée, il y a pas un résultat pratique qui te dit: «Beh, le mur est monté» ou «J'ai construit quelque chose». Tout est virtuel à 100. Donc ça, c'est déjà la difficulté d'expliquer. Mmh. Maintenant pour expliquer le reverse engineering à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, je dirais: tu prends une boîte de Lego technique, Mmh. pas citer une marque, mais bon voilà, ou un mécano, Oui, mais la boîte contient le jeu déjà monté, il est déjà assemblé et toi, tu retires toutes les pièces, tu fais l'inverse pour essayer de comprendre comment les pièces ont été assemblées les unes avec les autres. c'est ça. Voilà, c'est le meilleur exemple que je peux donner. Et on peut imaginer comme c'est profond parce que tu as des gros Lego techniques où tu as 4000 ou 40 000 pièces, hein, des trucs de Star Wars ou autre, ou même on peut Exactement, oui. imaginer un Tu auras Airbus. la petite boîte de 500 pièces. Ouais. Exactement et tu as une petite boîte que tu vas pouvoir, tu vas comprendre tout de suite comment c'est fait, ça va te prendre 30 minutes, 1 heure ou alors tu vas tomber sur le gros set qui contient des milliers de pièces et là, beh, tu en as pour un petit bout de temps à t'amuser avec. C'est vraiment ça, c'est, comprendre comment les différents Legos sont interconnectés, comment tel engrenage fait tourner tel autre engrenage au bout de la grue et cetera et cetera. C'est Mmh. vraiment le meilleur exemple que j'ai pu trouver. OK. Et du coup, parce que moi j'en ai jamais fait du reverse engineering, tu descends au niveau de l'assembleur aussi ou c'est du bytecode, c'est Alors tu ça testes quoi? dépend, au niveau du reverse engineering, il y a beaucoup de gens qui, donc pour ceux qui connaissent, Mmh. qui pensent que le reverse engineering, c'est directement, sauter dans un débugger, jouer avec de Mmh. l'assembleur à longueur de Mmh. journée et cetera. Pas du tout. Parce Ah que bah, tu tu peux vois? faire du reverse engineering de plein Mmh. de langages et par exemple, tu peux faire du reverse engineering de Python, de PowerShell, de JavaScript. Tu tombes sur un site web malicieux, beh, tu vas essayer de comprendre le JavaScript qui est chargé dans la page web et donc ce n'est Mmh. pas forcément le haut du panier. Tout le monde pense que l'assembleur, je passe mes Mmh. journées dans un débugger et cetera. Pas du Mmh. tout. Je trouve que c'est tout aussi gratifiant de faire du reverse engineering d'un petit script sous Unix ou sous Windows que sauter directement dans un vrai malware qui est un exécutable Windows et cetera. Donc Ah c'est oui, c'est vraiment mais c'est toujours la même approche, c'est comprendre ce qu'il y a mmh. derrière et comment il fonctionne. Tu es entre autres, instructeur SANS. Peux-tu nous présenter le SANS globalement? Oui, tout à fait. Donc le SANS, c'est une institution qui est basée aux États-Unis, donc ils sont Mmh. très américains. Ça fonctionne de la manière des États-Unis au niveau des process et cetera, comme tu peux t'imaginer. Mais c'est une institution qui donne des cours de cybersécurité, mais au niveau mondial. Ils ont un statut d'université, donc un de leurs noms de domaine est sans.edu, hein, donc ça Mmh. dit tout et ces cours couvrent tous les domaines de la cybersécurité, que ça soit le forensique, donc moi je donne cours principalement dans la branche forensique,
Il y a les branches security, qui est plus sécurité offensive, il y a le leadership, il y a ICS, il y a, bref, tous les domaines qui peuvent intéresser les gens dans la cybersécurité qui sont donnés. Et bon, en général, ils donnent des formations au niveau mondial. Donc, on peut avoir des formations en présentiel, on peut avoir des formations on demand, des formations online. Et Mmh. oui, je dirais, voilà, c'est un petit peu comme, les toutes les formations qu'on peut avoir. Il faut voir ce qui vous intéresse, ce qui, peut être utile. Et je pense que c'est une organisation qui permet aussi d'avoir un pied dans la cybersécurité. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que, il y a aussi ce qu'ils appellent le career path. C'est-à-dire qu'il Ouais. y a un grand poster qu'ils ont émis et en fait, en choisissant, on dit: «Voilà, moi je suis intéressé plutôt par le forensique, par le défensif» et alors il y a vraiment le career path. On commence par tel type de training et puis en fonction de ses affinités, on va plus aller vers la gauche, vers la droite et on choisit vraiment ce qui est intéressant pour pouvoir augmenter ses compétences Ouais, ça, c'est génial ce qu'ils font parce que ça permet de vraiment visualiser. Alors, je sais pas si tu sais, mais moi, je suis plongeur et bon, il y a aussi plusieurs religions, hein, dans la plongée. Il y a PADI et SSI et ils ont aussi ton career pass, c'est-à-dire tu passes d'amateur à, plongeur ou plongeur tech ou plongeur, dive master et là, tu vois un petit peu, OK, si je veux aller à tel endroit, je vais suivre ce career pass-là aussi. Donc tu sais l'investissement, tu connais le budget. Voilà, exactement. Je trouve que c'est très bien parce que ça augmente ta motivation intrinsèque. Le fait de dire: «OK, je veux être là dans 3 ans ou dans 2 ans ou dans 6 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je commence?» Ce que certains ne font pas forcément. Quand on commence sur des cours de middle management, bah, on n'a pas forcément ça, heu, parce que le champ, le spectre pour moi est beaucoup plus réduit. Et donc on passe d'une religion à l'autre à ce moment-là. OK, super. Bon, entrons dans le vif du sujet. Du coup, quelles sont les compétences requises pour participer à ton cours sur le malware analysis et reverse engineering? Quel est le genre de profil de participant qui va suivre ton cours? Alors les participants, j'ai donné le cours, sur les 3 grandes régions du monde. Donc j'ai donné Mmh. le cours côté Amérique, en Mmh. Europe et en Asie. Donc, les profils sont toujours plus ou moins les mêmes. On a des gens qui sont, freelance, on a des gens qui travaillent pour des petites boîtes, des très grosses boîtes, on a des gens qui travaillent pour des three letter agencies, comme on dit aussi, donc qui doivent vraiment avoir des compétences bien spécifiques. Ouais, Donc ouais. il y a vraiment il y a de tout. Au niveau des compétences, requises, là aussi, on essaye d'être très ouvert. Il y a beaucoup d'étudiants qui stressent un petit peu au niveau de l'assembleur. Donc par exemple, je vais pas décrire le cours, c'est pas le but, mais il y Non, a une non, non. journée qui est Mmh. dédiée à l'assembleur parce que, le but est d'arriver à mettre tout le monde au même niveau pour ensuite continuer sur le cours et au niveau de l'assembleur, beh, ce que je dis toujours, c'est: «Vous ne devez pas être un gourou en assembleur, il y a pas de compétences requises. Ne me demandez pas d'écrire un programme en assembleur ou de connaître tout en assembleur. Je prétends pas être un gourou en assembleur, loin de là. Donc c'est ouvert à beaucoup de monde. Maintenant, il faut pas se leurrer, un petit peu de connaissances Windows, un petit peu de connaissances Linux, un petit peu de connaissances TCP/IP et cetera, un petit peu de connaissances programmation, ça sera beaucoup plus facile que la personne qui part de zéro, forcément. Ouais, C'est-à-dire que ouais, la ouais. personne qui part avec un bagage beaucoup plus léger, elle devra mettre des gaz à fond pour pouvoir arriver au même niveau que les autres étudiants pour qu'ensuite on puisse tous aller vers le haut, quoi. Mmh. Mais pas spécialement de prérequis en malware analysis et cetera, donc c'est vraiment ouvert, à tous. Maintenant, je donne 2 cours. Là, je parle du cours qui est l'introduction et forcément, il y a le deuxième cours qui est la suite logique, qui est lui le advanced et là, Ouais. forcément, pour te donner une idée, quand on commence le lundi matin, premier lab, c'est directement dans un débugger, Mmh. tirez votre plan, en fait, pour donner aux étudiants et ils doivent commencer à résoudre eux-mêmes des labos, quoi. OK. Et donc quelles sont les compétences que eux vont développer tout au long de la formation? Parce que là, tu as parlé de l'introduction et puis du cours advanced. Donc celui qui termine le cours advanced, hem, qu'est-ce qu'il peut devenir? Analyste SOC niveau 1, niveau 2, niveau 3? Est-ce qu'il peut contrer vraiment En les général, malwares? ils sont déjà beaucoup il y a beaucoup d'analyses SOC. Beaucoup de gens travaillent dans des SOC. Les compétences qu'ils vont développer, c'est vraiment pouvoir en fait, le training se fait dans un focus forensique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais raconter une petite histoire, enfin, j'aime bien donner cette anecdote. Pour moi, il y a 2 types de reverse engineer. Il y a ce que j'appelle les lucky et unlucky ones. Mmh. Les reverse engineers qui sont lucky, comme j'aime bien le dire, ce sont des gens qui travaillent pour une grosse boîte, qui sont par exemple, Unit 42 de Palo Alto, Checkpoint Research, Cisco Talos, E7 et cetera. Eux, ce qu'ils font, ils font du hunting, ils trouvent un nouveau malware, ils l'analysent de A à Z et ils génèrent un papier. Et ils génèrent du bruit pour la société. Et donc, ils ne font que ça. Ils font du reverse engineering full time. Moi, je fais du reverse engineering et c'est ce que j'apprends aussi aux étudiants dans un contexte forensique. C'est-à-dire qu'on nous sommes les unlucky, tu n'as pas de temps. Tu n'as pas le temps pour faire ton reverse engineer. Ton malware, tu vas le trouver pendant un incident et donc tu vas travailler sur ton incident et pendant que tu vas vouloir travailler, tu vas voir le client ou le boss qui va être derrière toi qui va te dire: «Hey Xavier, tu as 2 heures, hein, pour faire le reverse engineering parce qu'ensuite on va redémarrer le serveur et la C'est ça. production doit redémarrer». En fait, Le tu but, arrives c'est après. d'aller le plus vite possible au niveau de l'analyse, de trouver la base pour pouvoir ensuite, communiquer les informations que l'on a découvertes sur le malware vers les autres équipes pour améliorer la sécurité. Ah ben le Mmh. malware, il fait ça, il fait ça, il fait ça, donc ben, on bloque ça dans le firewall, on déploie tel outil pour qu'il puisse plus se déployer et se répandre sur le réseau et cetera. Voilà les on fait ça dans un contexte forensique, c'est très important. OK, et du coup, au niveau ransomware, tu as déjà eu un client qui a été confronté à un ransomware où tu as pu faire un reverse engineering de la clé, la retrouver ou? Juste quelques-uns, juste quelques-uns. Alors le au niveau ransomware, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. En fait, ce que beaucoup de gens pensent, c'est qu'un ransomware est un malware très complexe, très vicieux, et cetera, et cetera. En fait, Mmh. pas du tout. Le ransomware en lui-même, souvent, c'est un outil en ligne de commande qui est lancé manuellement par l'attaquant à partir du moment où il a compromis complètement le réseau. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans le réseau par Déjà t ben, les trucs classiques, hein, un serveur RDP exposé sur Internet, un VPN mal configuré, pas de MFA. Ils sont sur le Mmh. réseau, ils font leur petite reconnaissance, ils voient où sont les serveurs, les données sympas, ils exfiltrent et la dernière étape, ce n'est vraiment que l'encryption des données. C'est un command line tool, hein, c'est un bête tool que tu lances depuis ton shell ou bien ton command line Windows et qui Ouais, encrypte les ouais. fichiers. Donc voilà, c'est un outil bête et méchant, le ransomware. C'est l'attaque qui est en général qui est très intéressante à analyser. Le cheminement complet de l'attaque. Bah oui, parce qu'ils ont, ils ont tout ce qui est dans les attaques au niveau militaire, hein, au niveau des mitraillettes attaques, des defend. Ils peuvent, ils sont déjà rentrés comme tu dis, ils sont déjà rentrés et après ils ont déjà énuméré, ils connaissent les faiblesses et après ils Ils disent: «Bon, sont ben, dedans, ils avant sont de dans le partir, réseau. on shoot». Parfois, entre le moment Mmh. où ils pénètrent le réseau pour la première fois et le déploiement, donc la dernière étape du ransomware, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein. Ouais. Le temps de faire le reconnaissant, de savoir où sont les serveurs intéressants, et cetera. Pour la petite histoire, une anecdote assez fun, il y a quelques années, un groupe de ransomware, ils ont Ah publié oui. une espèce de, press release en disant: «Voilà, nous avons infecté, nous avons pénétré le réseau de telle, société» et en fait, Mmh au mh. bout de quelque temps, la société s'était tellement, je vais parler en termes, propres et cetera, parce qu'on a été écouté par pas mal de monde, mais c'était tellement le boxon, pour parler d'une manière propre, qu'ils ont décidé Mmh. d'arrêter l'attaque et de dire: «On arrête». On n'arrive pas à retrouver nos jeunes au niveau du réseau et donc on a décidé d'arrêter parce que c'était vraiment impossible de savoir où étaient les serveurs. Aucun réseau bien défini, rien du tout et ils ont communiqué sur cette société-là. Je trouve que c'est Et vraiment ils ont arrêté quoi du coup la société? Ils ont coupé, ils ont dit: «Tant ils ont pis». arrêté l'infection, ils ont arrêté l'attaque. Ils ont dit: «On n'a pas réussi à trouver où étaient les données intéressantes». C'était tellement Ah oui. réparti n'importe quand, n'importe comment. Aucune gestion interne, il y avait aucune segmentation dans les réseaux. C'était vraiment le B, Et 3 petits points, pour ne pas dire le mot, que, mmh. ils ont décidé: «On arrête l'attaque». Et du coup, tu donnes le cours depuis, plusieurs années maintenant. Comment tu as vu Quelques années, ouais. le «malware» entre guillemets évoluer? Alors, le malware évolue, aujourd'hui, un des types de malware qui a le plus bon, on met du côté le ransomware qui est vraiment l'attaque classique.
Le malware qui a vraiment le vent en poupe et qui est très, très utilisé aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle les info-stealers. Et Mmh. c'est là justement le nerf de la guerre, c'est la donnée. Donc les sociétés gèrent énormément de données, même monsieur tout le monde, hein, sur son PC, on a ses photos de famille, on a ses factures, on a toute sa vie qui est, digitalisée. Et donc les malwares aujourd'hui font vraiment un focus sur les données, le vol des données et ensuite ces données sont, exfiltrées et ces données, beh, sont forcément revendues à d'autres attaquants qui, eux, peuvent réutiliser les cookies, les credentials qui ont été volés et cetera, pour d'autres faits plus en général, qui sont à ce moment-là plus ciblés. Donc c'est Mmh. toujours comme ça que ça commence. Première étape, on capture des données, on les revend. Ensuite, un autre groupe prend ces données et un accès au niveau de la en interne, au niveau de la société. C'est ce groupe-là revend l'accès à la société à un autre groupe qui, lui, va déployer le ransomware et au passage, beh, monétise et reprend un petit Ouais, ouais. peu de son investissement en temps et gagne sa vie comme ça. Ouais, ouais, c'est Donc la les société, hein. info-stealers ont vraiment le vent en poupe. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que il y a beaucoup de malwares qui sont vraiment très, très, très vicieux en termes de protection, tout ce qu'on appelle le anti-debugging et cetera. Et alors, il y a aussi une industrialisation du ransomware, c'est-à-dire que maintenant, je suis un attaquant, je vais pas passer mon temps à développer un ransomware, je vais le louer. C'est un ransomware ou un malware, c'est du malware as a service, c'est MASS. On loue un botnet, on loue un malware. Le malware, il va être rebrandé avec mon nom, et cetera et je vais payer à l'utilisation, je vais payer à la victime, je vais payer, et cetera. Et donc il y a pas forcément chaque groupe d'attaquants n'a pas forcément des développeurs qui vont développer leur propre ransomware. C'est une industrie qui tourne derrière. C'est même encore plus dangereux en termes de risque parce qu'il y a plus besoin de connaissances. Il faut même plus être ce qu'on appelait, nous, il y a 10, 15 ans, un script kiddie. À la limite, ils savent comment Ah arriver non, sur le pas du dark tout. web. Ils commandent, ransomware as a service et c'est terminé. Et je peux te dire que le support qui est donné par ces groupes-là est parfois meilleur que des sociétés professionnelles, hein. Tu as un problème pour déployer ton ransomware, tu les prends en chat et blablabla, ils t'aident et tout, c'est du 24/7 et c'est meilleur que du support professionnel. C'est une boîte, c'est impressionnant, Ouais, ouais. impressionnant et par exemple, dans le cadre des ransomware, ils vendent du logiciel, enfin, ils vendent enfin, c'est pas du business, hein, on reste dans le dark side, ça, mais ils Ouais. revendent des solutions de malware qui sont robustes, qui fonctionnent, parce que c'est dans leur intérêt de fournir des bons services, parce qu'ils ont une bonne presse, une bonne cotation, parce qu'on va pouvoir les coter à la fin de l'attaque, et cetera. Et donc, eux, ben, améliorent leur visibilité. Ah, on peut faire confiance à ceux-là parce qu'ils ont un super ransomware, ils ont un bon support, leur logiciel est sans bug, fonctionne bien, etc. C'est comme dans la vie normale, mais du côté obscur. Marketing, C'est vraiment un monde à part. marketing, ça marche Exactement. comme une Oui, oui, tout boîte. à fait. Est-ce qu'il y a Exactement. des techniques d'analyse qui sont, du coup, devenues obsolètes? Oui et non, oui et non. En fait, quand sans rentrer dans les détails techniques, il y a différentes Mmh. manières de commencer à analyser un malware et ben, je ne sais pas si tu as déjà certainement vu ce qu'on appelle la the pyramid of pain que tu peux appliquer dans plein de domaines. Donc tu as une Ouais. pyramide avec différents niveaux. Tu pars de la base qui est très facile et plus tu montes de niveau pour essayer d'atteindre le sommet de la pyramide, ça devient de plus en plus compliqué. Tu peux appliquer la même chose au niveau de l'analyse de malware mais souvent, la première couche, beh, elle ne sert plus à grand chose parce que, par exemple, tout est encrypté, tout est offusqué et donc tu ne sais plus trouver d'informations, très facilement et en quelques minutes. Mais malgré ça, je recommande toujours de le faire parce que parfois, bah, l'attaquant, c'est un petit peu comme nous, il fait des erreurs et on va trouver quelque chose très rapidement qui va pouvoir permettre de détecter le malware à plus grande échelle, etc. Donc voilà, les techniques évoluent clairement, mais c'est toujours bon de respecter un schéma, commencer l'analyse et de faire step by step, sachant Mmh. aujourd'hui que, bah, il y a énormément de malware, et ce que tout le monde fait et moi aussi, j'ai de l'automatisation partout. Donc lorsque j'ai de nouveaux samples qui sont détectés, ils sont envoyés dans un framework, c'est envoyé dans des sandbox, c'est analysé automatiquement. Si le malware, il est détecté dans la sandbox comme étant de la famille A, B ou C, ben, c'est un nouveau sample, mais c'est plus intéressant pour moi. Par contre, s'il n'est pas détecté, ben là, ça me dit, ah, celui-là, peut-être qu'il nécessite un petit peu plus d'attention et on va trouver des choses plus intéressantes.
Voilà, c'est Oui, comme ça que ça fonctionne en général. il peut y avoir des signatures, une sorte de trame de signature qui fait que tu sais les catégoriser dans certaines familles et Très, très loin au niveau d'indice du code, tu peux détecter, de nouveau sans rentrer, sans descendre vraiment trop, trop bas, hein, au niveau des oui, oui. technologies et cetera. Tu peux détecter que, par exemple, 70 du code de ce malware est partagé avec ce malware et donc forcément, beh, ils sont de la même famille ou ils ont été Mmh. développés par le même gars derrière. Tout à l'heure, tu as parlé de d'InfoStealer. Est-ce que c'est ton malware Oui. préféré ou tu en as un autre que tu cites souvent en formation pour marquer les esprits? Alors, j'aime bien les infostealers parce que, souvent sur Windows, ça peut paraître un peu bizarre, mais il Mmh. y en a beaucoup qui sont écrits en Python sur Windows. Mmh. Et ce qui peut paraître un peu bizarre parce que Windows vient déjà avec toute une série de scripts. Oui, on peut sur une machine Windows standard, on a du PowerShell, du VBA, du VBS, du JavaScript et cetera. Mais ils préfèrent Python parce qu'en fait, Python est moins détecté que les scripts classiques et déployer. Et si maintenant, les gens pourraient dire: «Ben voilà, moi j'ai pas Python d'installer sur mon machine Windows, donc je suis protégé». Mais pas forcément, parce que le premier stage du malware va installer un Python et puis Mmh. déployer l'infostealer et l'exécuter via le Python qu'on a installé. Donc c'est pour ça que j'aime bien ceux-là. Sinon, un des malwares que j'aime bien citer dans le cours, c'est un très vieux malware. Probablement, quand je vais te dire le nom, tu vas dire: «Ah oui, je m'en souviens», mais je l'aime bien pour quelque chose de bien précis. Le malware en question, c'est WannaCry, un des Oui. premiers ransomware qui est sorti en 2017, je pense. Et en fait, je l'aime bien parce que, il décrit vraiment ce que l'on doit arriver à faire quand on fait de l'analyse de malware. Je ne sais pas si tu te souviens, WannaCry, il avait le fameux kill switch. Donc qu'est-ce qu'un Si. kill switch? C'est un paramètre au niveau du malware qui, si la condition est valide, va empêcher le malware de continuer d'infecter une machine. Et le fameux kill switch au niveau de WannaCry, c'était un nom de domaine monstrueux qui faisait je sais pas combien de caractères. Et Mmh. si le malware réussissait à résoudre le nom de domaine, le malware s'arrêtait. Et pour moi, c'est un exemple classique de kill switch et un exemple classique pour montrer aux étudiants, mais voilà, vous analysez le malware et si vous trouvez un kill switch de cette manière-là, ben vous le communiquez à tout le monde et le malware, ben automatiquement, il va se stopper tout seul parce que Il s'arrête. par exemple, sur votre réseau, tu contactes ton sysadmin et tu dis, écoute, dans le domaine contrôleur, maintenant tu crées un faux domaine qui est long comme ça, les PC vont pouvoir le résoudre et ton WannaCry va plus continuer de tourner, va être stoppé automatiquement sur l'infrastructure. C'est pour ça que j'aime bien, c'est un très vieux malware, mais j'aime bien Oui. citer dans ce cadre-là. Malware analysis, reverse engineering. Qu'est-ce qu'on y voit en gros? Est-ce qu'il y a une sorte de capture de flag à la Alors, fin? Est-ce qu'il y a une récompense pour le gagnant? c'est Et tout, ça part toujours light et plus on monte dans les jours et plus on va loin dans les techniques. En fait, le premier jour, on met tout le monde au même niveau parce mmh que, comme je disais tout à l'heure, il y a pas vraiment de prérequis. Il y a des gens la première question que je pose, c'est, voilà, qui a déjà analysé un malware? Certains étudiants l'ont déjà fait, certains mh. hésitent un petit peu de lever le bras. Oui, j'ai un peu regardé de temps en temps, mais donc le jour 1, on amène tout le monde au même niveau. Le jour 2, sont les bases, l'assembleur. Et donc à la Mmh. fin de la deuxième journée, en assembleur, ça reste très soft, c'est-à-dire qu'on peut identifier des fonctions, des boucles, des conditions, des system calls, des API calls, et cetera. Et en fait, ce qu'on fait pour le reste de la semaine, beh, on réapplique les techniques qu'on a vues, mais en allant toujours un petit peu plus loin et en apprenant, par exemple, beh, vous savez que, Microsoft, il a un API call pour faire ça. Et les étudiants ouvrent des yeux comme ça en disant: «Mais pourquoi est-ce que Microsoft a un API call qui permet de faire ça?» Ben parce que, ils en ont besoin dans certains cas bien précis et les malwares utilisent ces API calls à mauvais escient. Ouais, ça fait Et voler. quand je pense que c'est le jour numéro 4, on parle de code injection. Mmh. Quand les étudiants n'ont pas d'expérience là-dedans, quand tu leur expliques qu'un programme peut allouer de la mémoire dans un autre programme et peut copier du code malicieux dans un autre programme et démarrer un thread à distance dans un autre programme, mais pourquoi? Ben, Microsoft permet de faire ce genre de choses et voilà. Et donc on voit toutes des techniques comme ça et on termine le Mmh. vendredi avec des techniques de self defense parce que là, on voit vraiment comment le malware peut détecter qu'il tourne dans une sandbox, qui peut détecter l'environnement dans lequel il se trouve et alors il y a toutes des techniques qui sont super fun, mais que si l'étudiant ne con si on ne les connaît pas,
on va passer à côté de choses, très intéressantes et donc voilà un petit peu ce qu'on voit et la journée se termine le samedi par un capture de flag qui est en fait, OK. une espèce de des challenges et donc les étudiants doivent faire du malware analysis et donc ça leur permet de mettre en pratique directement ce qu'ils ont appris pendant la semaine. Le gagnant, il reçoit quelque chose ou quelque chose de gratifiant ou Ah, celui le qui gagnant, gagne? il reçoit attends, j'ai le gagnant, il reçoit quelque chose comme en fait, ce qu'on appelle un coin, c'est ce genre de Ah oui. choses, de enfin, celui-ci, c'est pas le coin de oui, c'est un du 710. Donc en fait, Mmh. c'est une espèce de médaille comme ça et donc voilà, c'est le coin qui, entre guillemets, ne vaut rien du tout, hein. Je crois que ça vaut 5 $. Mais pour les Ouais, étudiants, il y a une rareté c'est le saint derrière graal, et quoi. tous les étudiants ne vont pas le recevoir, donc ils se battent. C'est du serious game, Voilà et serious quand fun. l'étudiant dit: «Moi, j'ai gagné le coin du 610, du 710» et cetera, ils sont tout contents, ils sont tout fous parce que c'est une belle récompense, quoi. Ouais et puis ça au niveau marketing, c'est assez puissant. C'est assez puissant, assez Voilà et beh, intéressant. ensuite, il y a forcément la certification que tu peux passer, donc il y a le training et alors si Mmh tu mh. veux ensuite la certification, beh, là tu as quelques mois pour préparer l'examen et donc l'examen, beh, dans le cadre du malware analysis, ça revient à répondre des questions au niveau des malwares, au niveau de l'analyse et cetera et là, beh, tu es certifié comme tout organisme Mmh. de certification, hein. Tu reçois un beau diplôme et cetera. Tu es certifié pour X années, pour 4 ans et donc ça te prouve que tu peux, analyser du malware et cetera. Ils doivent aussi, du coup, s'ils sont certifiés, déclarer des Continuous Professional Education ou développement. Ils doivent payer des annuels. C'est exactement le même principe que tous les grands organismes que l'on connaît, ISACA, IC Square, et cetera. Donc en fait, tu es certifié pour 4 ans. Au bout de tes 4 années, ce que tu fais, si tu as suffisamment de CPE que tu peux réassigner, tu ne dois pas repasser l'examen, mais si tu n'as pas suffisamment de CPE, tu dois Passé. repasser l'examen. Si tu veux continuer forcément dans Ouais, ta ouais, ouais. certains étudiants, bah, ils le font une fois et puis ils font autre chose, ils ne poursuivent pas dans cette carrière-là. Mmh. Mais c'est exactement le même principe. Pas de Mais loi. quel quelque part, donc moi je donne cours, je suis instructeur SANS, mais j'ai Mmh. suivi et je continue de suivre des trainings SANS et donc je passe aussi les certifications et étant Ouais. freelance, pour moi, c'est le meilleur moyen de prouver à mes clients que, ben regardez, j'ai la certification, je sais faire Oui, du c'est ça. incident handling, je sais, faire X, Y ou Z, quoi. J'en ai besoin pour mon boulot. Comme il y a ce maintien de la certification, bah, le fait de continuer à démontrer qu'on reste peu importe la forme, mais qu'on reste à jour, bah, c'est pas juste, une certification. Après, par expérience, bon, j'ai jamais fait de cours SANS, mais j'en connais quelques-uns. La barre est assez haute par rapport aux autres certifications. Bon, peut-être pas le CISSP, parce que le CISSP, c'est la bible, hein, de 1200 pages où tu as 1 centimètre d'épaisseur, 1 kilomètre de large. Moi, je Je parle l'ai de maintenant oui. d'univers qui fait grandir. C'est l'univers et donc je l'ai passé en 2009, j'aimerais pas devoir le repasser en 2025. Ça, c'est une certif qui a aujourd'hui est très difficile et le SANS, moi, je le mets à ce niveau-là, voire même plus haut. Mais du coup, pour être instructeur SANS, Ben c'est écoute, combien de pourcents? 90%, 90% de alors réussite avant de pouvoir être pour instructeur? revenir pour revenir à la certification. J'ai aussi le CSSP depuis, je crois 15 ans, si pas plus, enfin Mmh. une X années. Quand je l'ai passé, je me souviens que je dis: «Oh purée, c'est la certification, c'est» et maintenant avec le recul et un peu plus de bouteilles, je me souviens des questions que j'avais, quelle est la hauteur minimum d'une Ah enceinte oui, autour d'un data center? Pour éteindre un incendie de tel type, est-ce qu'il faut un extincteur? Il faut de la poudre, il faut des trucs. et No way. et Enfin retenir voilà, retenir les formules maintenant en les en dessous de certifications Kendall. Moi, je devais retenir ça par cœur, les formules, bah, c'est-à-dire voilà, c'est leur système métrique, quoi. C'est même pas le système métrique européen, donc compliqué. Mais oui et puis mais maintenant voilà, ma CSP, je la maintiens parce que c'est aussi une référence quand on dit: «Oh ben voilà, je l'ai et oui. elle est là, quoi». Mais au niveau la les des formats des certifications SANS, bah, oui, je pense qu'elles sont de très bon niveau. Mmh mh. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant de plus en plus, ils passent vers des questions pratiques. Donc c'est plus vraiment du multiple choice et un petit bonheur la chance, tu fais du Vogel-Pick, tu vas peut-être Ouais. réussir à passer la certification. Tu as du practice, tu as une VM qui démarre, tu dois Mmh mh. vraiment taper les lignes de commande, faire Ah les oui. investigations et cetera. Maintenant, est-ce qu'elles sont vraiment difficiles ou pas?
J'en discutais encore la semaine dernière. J'ai, certains étudiants qui me disaient: «Ah ouais, celle-là, elle était vraiment, vraiment dure» et un autre disait: «Mais moi, je l'ai passé les 2 doigts dans le nez». Ça dépend des gens, voilà. Oui, Si c'est vraiment ton domaine, oui, c'est un petit peu comme quand tu expliques à des enfants à l'école, pourquoi est-ce que certains aiment bien les maths, d'autres préfèrent la géographie et cetera. C'est exactement la même chose, hein. C'est, mmh. les goûts, les couleurs. C'est quoi être un bon instructeur SANS pour toi? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? De Alors, manière globale, hein, pas forcément sur ton cours, mais vraiment de manière globale, oh ben, alors ta je pédagogie. dirais que, là où je pense que beaucoup d'instructeurs sont très, très bons, c'est que, c'est pas un boulot full time. Mmh. C'est-à-dire que, donc moi je donne cours X semaines par an, mais j'ai mon boulot à côté et dans mon boulot, je practice, donc je mets en pratique ce que je donne dans mon cours. Donc les gens qui viennent suivre le cours, j'ai forcément un syllabus, je suis un timekeeper, hein, j'ai mon planning à voir et cetera, mais j'ai Mmh mh. plein d'anecdotes que j'ai vécues. Je peux donner des exemples qui sont pas dans les bouquins, je cite des outils qui sont pas dans les bouquins ou des choses comme ça parce que, beh, ça fait partie de tous les a enfin la majorité des instructeurs sont dans ce domaine-là et Mmh. on fait souvent la comparaison avec, les profs d'UNIF. Je dénigre pas les profs d'UNIF, pas du tout, mais souvent le prof d'UNIF, il a fait son cours, le cours est là, il l'a réalisé, il le donne, il le donne, il le donne et certains sont un peu détachés de la vie réelle parfois. Ici, Ouais. on est vraiment les mains dans le cambouis et donc voilà, moi j'ai donné cours la semaine dernière, ben cette semaine-ci, je bosse pour des clients, hein, je suis vraiment dedans et puis ça je vais apprendre de nouvelles choses que je pourrais et peut-être éventuellement mentionner la prochaine fois que je vais donner cours. Donc le cours évolue comme ça en termes d'anecdotes et cetera. Et ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que, une des qualités importantes, c'est de pouvoir, heu, décrire des choses très, 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 très techniques Mmh mh. en français ou en anglais. Donc c'est-à-dire de pouvoir vulgariser un maximum. Parce que quand tu commences à parler de l'assembleur avec, oui, mais tu as les registres au niveau du CPU, les adresses mémoire et cetera. Mais si tu arrives à vulgariser et à remplacer ça par, j'invente, c'est un petit peu comme le TCP/IP, beh, tu as les paquets, beh, tu peux dire: «Voilà, j'ai un routeur, j'arrive à un rond-point, j'ai différentes routes qui arrivent, j'ai toutes Mmh. les voitures s'organisent et puis les voitures partent vers la gauche, vers la droite et le routeur est un petit peu comme le gestionnaire du rond-point, tu vois, tu vulgarises comme ça. Donc je pense que c'est aussi une des grandes qualités. Voilà, enfin je n'en vois pas d'autres. Être un bon OK. timekeeper, pouvoir gérer les gens. Surtout s'il y a des labs, en Parce que, plus. parfois tu as des questions qui sont très pertinentes et très intéressantes, mais à un moment donné, il faut dire: «Écoutez, stop, on va en Mmh mh. discuter peut-être ce soir en buvant un verre ou un truc comme ça ou en aparté, mais là, moi j'ai mon planning, j'ai mon cours à voir et donc si vous ne voulez pas qu'on termine tous les jours à 19h, on va continuer le cours, sinon on est parti dans toutes les directions, quoi». Donc c'est être un bon timekeeper et pouvoir garder, les gens sous contrôle. Et tu as une anecdote ou un moment marquant dans un de tes cours à partager avec nous pour les auditeurs? Ouais, j'en ai un qui est vraiment, vraiment bien. J'étais à Singapour il y a 2 ans. Je donne les cours, j'avais quoi, une trentaine d'étudiants Mmh mh. et il y avait, un petit bout de femme, mais, elle était toute petite, toute mignonne, toute mignonne et cetera et elle posait des questions. À un moment donné, je lui dis: «Mais c'est pas possible, enfin, elle a vraiment du mal, quoi» et elle posait des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps et des questions qui me paraissaient basiques, enfin basiques, tu vois? Je me dis: «Waouh, elle a du mal» et elle surlignait tout. Elle notait à longueur du temps, elle surlignait, elle mettait des post-it dans le cours et cetera. Waouh, elle a du mal. Le sixième jour, le CTF, elle a Mmh. gagné et je dis: «Waouh». Et Je alors, j'ai eu un pensais que autre c'était une exemple aussi, monitrice. mais ça, c'est un petit peu c'était pas Donc vraiment direct. Oui, donc j'ai l'autre exemple, mais ça va peut-être plus te parler. À côté des cours, donc quand il y a une semaine de training Sans, à côté des cours, il y a plein d'activités. Il y a des mmh mh. talks qui se donnent le soir et cetera et alors en général, le jeudi et le vendredi, on fait ce qu'on appelle le Networks, qui est un autre CTF où Ouais. tu dois résoudre des challenges, tu fais du forensic, tu dois trouver des trucs dans les logs, faire un peu de pen test et cetera et j'organisais un Networks à ce moment-là et il y a, une personne qui arrive et elle me dit: «Ben voilà, j'aimerais bien jouer un petit peu, mais j'ai pas beaucoup de connaissances techniques et est-ce que vous pouvez m'aider?»
Bah, oui, bien sûr, bienvenue. Justement, le but, c'est d'avoir du fun, de passer un bon moment. Il y a à manger, il y a à boire, de la musique et tout, une chouette ambiance. Et la personne me dit: «Beh, voilà, moi, je gère une équipe technique». Puis, c'est pas un ciseau, mais je gère une équipe technique. Et elle me posait des questions rien que pour déployer la VM et déployer les outils pour commencer avec les challenges. Elle a souffert, mais elle a vraiment souffert. Et Mmh. ça a duré 2 jours. Et le deuxième jour, elle est revenue me voir en me disant: ah ben, j'ai pas marqué beaucoup de points, j'ai pas gagné beaucoup de challenges, mais en fait, maintenant, je comprends comment mes équipes, parfois, ils ont du mal à trouver les trucs et c'est pas aussi facile que ça. Ça leur a vraiment ouvert les yeux parce qu'elle il devait, par exemple, j'invente une question, tiens, sur tel système infecté, quelle est l'activité qui s'est passée tel jour, quelle heure? Comment peut-on remonter telle info? Il y avait une analyse forensique à faire et elle, ça vraiment ça lui a ouvert les yeux et elle dit: «Mais maintenant je comprends pourquoi ça peut être difficile parfois et mes gens ont besoin de plus de temps». C'est un win, quoi. C'est génial ce genre de Ça, réaction, quoi. ça a Voilà, c'est ouvert les 2 yeux. anecdotes comme ça, quoi. Ouais. Non, quand tu disais avec la première, Ouais, je clairement, pensais que du clairement. coup, c'était une auditrice SANS qui vérifiait comment le cours était donné tellement elle pointait tout. Mais non, au final, elle l'a fait, elle a eu le CTF, quoi. Ça peut arriver, ce genre de choses. Parfois, quand tu donnes le cours online, en fait, on a des sessions Zoom, hein, tu sais, on donne le Ouais, cours ouais. online et parfois, pendant que tu donnes le cours, tu vois, pouf, une nouvelle personne qui vient, qui Mmh. rejoint le call, qui reste pendant une demi-heure et puis pouf, qui s'en va. C'est juste pour voir si tout se passe bien, et cetera. Oui, on est audité, on a des évaluations, et cetera. Il y a tout un process Continue. comme ça derrière, bien sûr. OK, super.